désert rouge brûlant sous le soleil, des montagnes couvertes de pins, couronnées de neiges éternelles, et des canyons profonds, peints aux couleurs du coucher de soleil. Des forêts de peupliers dorés, ondulant comme des flammes dans le vent d'automne, des lacs cristallins, un espoir de vie au milieu du désert, des étendues de sel blanc, un paysage lunaire sous l'azur implacable, et des cieux étoilés sur des plaines infinies où la nuit révèle sa splendeur. Voici l'Utah, une terre sauvage au cœur de l'Amérique du Nord, où une frénésie de biomes se dresse sous vos yeux. Dans cet empyrée naturel, la faune est indomptée, dans un mélange de beauté et de sauvagerie comme jamais auparavant. Chaque recoin de l'Utah est dominé par les espèces sauvages les plus impressionnantes. Le géo-coucou, au cœur du désert hostile, bat des ailes sous le soleil brûlant. Les majestueux cerfs et orignaux ébranlent leurs bois dans les forêts de conifères. Pendant ce temps, les castors, ingénieurs de l'écosystème, abattent de grands arbres avec leurs canines robustes. C'est tout simplement l'une des plus belles démonstrations de vie sauvage de la planète. Les cygnes trompettes se rassemblent par centaines sur des lacs aux eaux cristallines. Le mouflon d'Amérique, une bête à cornes, escalade des falaises abruptes. Et le grand-duc d'Amérique, gardien de la nuit, déploie son vol silencieux dans l'obscurité. Dans ce monde animal, chaque espèce joue un rôle délicat dans l'équilibre de la nature. Du minuscule écureuil antilope à queue blanche à l'énorme bison d'Amérique, les habitants sauvages de ce paradis terrestre mènent une lutte perpétuelle pour leur survie. La tortue du désert s'enfouit dans le sable pour échapper à la chaleur infernale. Le pika américain accumule d'énormes quantités de foin pour supporter l'hiver rigoureux. Et la grive sergeante se livre une concurrence acharnée pour les meilleurs sites de nidification. Cependant, au sein de ce réseau d'animaux sauvages, certaines espèces, grâce à leurs griffes acérées et à leurs morsures mortelles, ont réussi à soumettre l'ensemble de l'écosystème à leur volonté. Des épais fourrés d'armoises surgit le lynx roux, un prédateur féroce, prêt à ôter d'innombrables vies pour satisfaire son appétit démesuré. Un bond, un coup, et une autre victime tombe entre ses griffes. À travers les canyons arides, le puma, chasseur furtif, apparaît comme le tyran de cette vaste chaîne alimentaire. Un silence assourdissant et une silhouette ténue tapie dans l'ombre précèdent une attaque imparable, où le moindre espoir de survie s'évanouit. Pendant ce temps, assiégeant les rivières sinueuses, l'ours noir, une bête imposante aussi sombre que la nuit, dévore tout sur son passage. Lorsque ce géant part en chasse, aucune espèce sauvage n'est à l'abri de succomber à son appétit démesuré. Chasse après chasse, ces prédateurs exercent un contrôle de fer sur l'écosystème, imposant leur volonté par la force. Situé au milieu du Far West américain, l'Utah couvre une superficie d'un peu plus de 200 000 km², soit presque la taille de l'ensemble du Royaume-Uni. L'Utah est une terre de contraste, où une myriade de biomes domine ses latitudes. Au nord, la chaîne Wasatch, satellite des Rocheuses, définit le paysage, avec ses pics escarpés culminant jusqu'à 3000 mètres. À ces altitudes, les pentes sont parsemées de forêts verdoyantes de sapins, de pins et de trembles. Au sud-est, le vaste plateau du Colorado domine l'horizon, créant des canyons de grès, des gorges profondes, des arches naturelles et des monolithes, où des couleurs vives colorent les formations rocheuses. Sur ce terrain accidenté, les falaises plongent à pic dans les vallées fluviales façonnées par le fleuve Colorado.
À l'ouest, le grand bassin, vaste désert, se dessine. Ici, chaînes de montagnes alternent avec des vallées plates et arides, abritant l'un des plus grands salars du monde. Chaque recoin de cet écosystème est régi par la mélodie éternelle des saisons. Au printemps, la glace sur les montagnes fond et la végétation luxuriante commence son lent verdissement. L'été chaud et sec frappe sans pitié les vallées et les déserts, tandis qu'en haute montagne, le climat est plus frais et plus généreux. En automne, les premières chutes de neige envahissent les hauts sommets, tandis que les forêts se teintent de jaune, d'orange et de rouge vibrant. L'hiver est de loin la saison la plus difficile pour cet écosystème, avec des températures atteignant le point de congélation même dans les déserts généralement chauds et des zones montagneuses recouvertes d'une épaisse couverture blanche. Malgré tous les défis que le défilé saisonnier de l'Utah peut apporter, diverses formes de vie végétale parviennent à prospérer même dans les endroits les plus inhospitaliers. Au milieu des déserts arides, des plantes d'agave et de genévrier poussent sur la terre inerte, défiant toute logique. Sur les rives, roseaux, saules et peupliers envahissent le rivage, profitant de l'abondance du liquide vital. Pendant ce temps, les forêts et les montagnes abritent des peupliers, des pins, des conifères et des fleurs sauvages alpines, qui sont à leur plus belle au début de l'été. C'est précisément parmi ces épaisses forêts de montagne qu'apparaît le tout-puissant prédateur au sommet de cet écosystème. Un saut surprenant de 5 mètres, une morsure directe au cou, et c'est la fin d'une autre des malheureuses proies du puma sauvage. Le puma, un félin féroce et puissant, est le seigneur et le maître de chaque espace dans l'Utah sauvage. Avec une carrure robuste pouvant atteindre 100 kg et atteignant près de 3 mètres de longueur, cet énorme félin représente la figure même de la mort pour de nombreuses espèces. Même dans le vaste écosystème naturel qu'est l'Utah, le couguar est capable d'habiter n'importe lequel de ces biomes, à condition qu'ils offrent une couverture végétale suffisante et, bien sûr, des proies juteuses à dévorer. Les forêts de conifères, les fourrés d'armoises, les terrains rocheux et même les zones riveraines peuvent être le décor où ce chasseur rusé met en scène tous ses actes de sauvagerie. Marchant lentement à travers le paysage accidenté, seul, le puma attend le bon moment pour faire une nouvelle victime. Malgré sa taille énorme, grâce à sa fourrure qui va du brun rougeâtre au grisâtre, cette bête est capable de disparaître à la vue de tous, se cachant de sa proie jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sa nature secrète, ainsi que ses habitudes crépusculaires et nocturnes, lui confèrent un avantage supplémentaire lorsqu'il se lance dans une nouvelle chasse. Bien que sa supériorité physique lui permette de dominer n'importe quelle espèce quelle que soit sa stratégie, le puma est un chasseur froid et calculateur, qui préfère soumettre ses victimes dans une embuscade fugace et silencieuse. Lorsqu'il repère une proie potentielle, ce prédateur ingénieux active ses prodigieuses capacités de furtivité pour planifier son attaque très élaborée. Avec une patience enviable, le félin calcule chaque détail de son attaque frénétique, empêchant sa proie de s'échapper. Bien qu'il puisse imposer sa volonté à des espèces telles que les lapins, les lièvres, les marmottes
les oiseaux, les wapitis et même les mouflons d'Amérique, la proie préférée de ce carnivore intransigeant est le cerf mulet. Après avoir traqué l'ongulé pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, le puma abandonne son camouflage et, d'un bond, tombe sur sa proie sans défense, qui quelques secondes auparavant profitait d'une touffe d'herbe fraîche. À l'aide de ses griffes très acérées, le cougar s'attache au corps du cerf, éliminant tout espoir de fuite. Après une brève lutte, le carnivore, réalisant ses intentions cruelles, enfonce sa morsure mortelle dans le cou de la proie, écrasant sa trachée avec une force énorme et l'étouffant en quelques secondes seulement, lui brisant même les os à l'aide de ses longues canines, mesurant jusqu'à 4 cm. Après une chasse réussie, ce chasseur rusé, sans perdre de temps, plonge ses dents dans la viande juteuse du cerf, rompant ainsi un jeûne de plusieurs jours. Même si les cerfs mulets sont ses victimes préférées, après avoir dévoré jusqu'à 7 kilos en un seul repas, les restes sont généralement assez copieux et dans un écosystème aussi sauvage que l'Utah, même ce prédateur tout-puissant ne peut pas se permettre de gaspiller de la nourriture, il décide donc de récupérer les restes de sa proie, en la traînant et en l'emmenant dans un endroit sûr où elle peut être protégée des charognards. Ici, les crevasses entre les formations rocheuses ou même les cimes des arbres dans les forêts de montagne sont un emplacement plus que pratique, car oui, ce félin est un excellent grimpeur. Peu importe à quel point il essaie de cacher les restes de sa proie, l'odeur fraîche de charogne a souvent déjà parcouru des kilomètres dans l'air, alertant les visiteurs indésirables de la chasse réussie du puma. Bien que pratiquement aucune espèce ne soit prête à s'approcher du domaine d'un puma avec l'intention de voler sa proie, il arrive que ce soit précisément un autre puma qui, en envahissant le domaine de son congénère, tente de s'emparer d'un morceau de charogne désirable. Bien que le domaine d'un félin puisse s'étendre jusqu'à 100 km², lorsqu'une chasse importante est en jeu, l'odeur enivrante de la viande peut provoquer ces incursions indésirables. Dès qu'il détecte qu'un intrus a franchi les limites de son terrain, le félin résident se rend sur les lieux où les deux carnivores entrent rapidement en collision. Alors que ces deux bêtes redoutables se croisent, la tension envahit l'air et les oiseaux et mammifères à proximité se mettent à couvert pour éviter de devenir des dommages collatéraux dans la rencontre féroce qui est sur le point d'avoir lieu. Des grognements profonds et bas accompagnés de reniflements sonores sont l'un des premiers signaux d'alerte émis par le puma résident invitant l'envahisseur à quitter son territoire ainsi que l'étranger en vue d'exprimer sa ferme intention de s'emparer de sa proie. Des queues tendues, des oreilles aplaties et une démonstration subtile de crocs acérés sont d'autres postures menaçantes pas du tout discrètes, qui cherchent à dissuader le rival d'initier une confrontation physique sanglante. Ignorant les démonstrations effrayantes, le félin envahisseur, poussé par la faim, ne relâche pas son incursion, avançant à pas lents et hérissant sa fourrure, essayant de paraître plus grand et plus imposant. Aucun des deux prédateurs n'étant prêt à céder, après avoir maintenu un contact visuel pendant quelques secondes, chaque puma se jette sur son adversaire à une vitesse surprenante, sans rien à cacher, lançant de puissantes griffes directement sur le visage de son rival. Sa puissante morsure est une arme capable de mettre fin à un combat en quelques secondes seulement. Ces morsures ciblent des zones critiques, comme le cou et le dos, cherchant à infliger le plus de dégâts possible. Après quelques secondes seulement, des blessures sanglantes apparaissent rapidement et le combat devient chaotique, chaque félin essayant d'obtenir une position avantageuse. Seule une morsure bien placée ou un coup puissant peut décider de l'issue du combat. Après quelques minutes, l'un des pumas commence à faiblir et, pour tenter de préserver sa vie, décide d'opter pour la reddition inconditionnelle, cédant au félin désormais dominant, adoptant une posture de soumission en exposant son ventre ou en s'accroupissant.
Le vainqueur peut lancer un dernier coup en guise de démonstration de domination avant de permettre à son adversaire de s'échapper de manière inconvenante, après quoi il revendique la propriété de la proie disputée. Bien sûr, cette carcasse imposante ne durera pas éternellement, et tôt ou tard, il devra se replonger dans l'une de ces chasses pénibles. En fait, l'une de ses futures proies possibles est un mammifère robuste qui vit dans les terrains escarpés des pentes rocheuses. Traversant des falaises abruptes et des canyons profonds, le mouflon d'Amérique est une autre de ces espèces captivantes qui se réfugient dans l'écosystème biodiversifié de l'Utah. Pesant jusqu'à 140 kg pour les béliers et pas plus de 90 kg pour les brebis, ces moutons massifs se sont établis dans les biomes les plus hostiles de ce royaume sauvage. En plus d'avoir un beau pelage dans des tons de brun, avec une tache blanche distinctive sur la croupe, les mâles de l'espèce possèdent des bois caractéristiques courbés en spirale qui peuvent peser jusqu'à 14 kg et restent en croissance constante tout au long de leur vie. Les femelles, quant à elles, ont également des cornes, bien que celles-ci soient beaucoup plus petites et moins courbées. Contrairement à de nombreux autres ongulés, les mouflons d'Amérique ont tendance à vivre en groupes séparés et d'un seul sexe en dehors de la saison de reproduction, où les femelles vivent avec leurs petits, tandis que les béliers se rassemblent en troupeaux de célibataires. Traversant des falaises abruptes, ces moutons se déplacent avec une dextérité enviable sur un terrain qui représente un mur imprenable pour d'autres espèces. Leurs sabots larges et fendus offrent une traction ferme et un amorti et s'adaptent aux terrains accidentés. Leurs pattes musclées leur donnent également l'effet de levier nécessaire pour sauter entre les falaises, à des distances allant jusqu'à 6 mètres, le tout avec une précision impressionnante. Cet habitat tortueux correspond à un mécanisme de survie qui les place loin de la portée de la grande majorité des prédateurs. À des centaines, voire des milliers de mètres d'altitude, les carnivores sont rares et représentent une réelle menace pour la survie de ces ongulés. Des bêtes comme le puma, le coyote et l'aigle royal font partie des rares prédateurs qui peuvent considérer ces créatures à cornes isolées comme des proies accessibles. Bien sûr, pour échapper à ces tyrans de la chaîne alimentaire, les mouflons d'Amérique dépendent de leur habitat vertigineux, rempli de falaises, de surplombs et d'autres formations rocheuses, où même faire quelques pas est un défi. L'un des avantages de la vie en grand groupe est la vigilance collective, avec plusieurs béliers ou brebis gardant le périmètre. Ils utilisent alors leur vision très perçante, qui leur permet de détecter des menaces potentielles jusqu'à plusieurs centaines de mètres et ainsi d'amorcer une fuite rapide. Bien qu'une retraite rapide soit toujours la première option à la vue d'un carnivore à proximité, lorsqu'il y a des jeunes en jeu, pendant la saison de reproduction, les mâles peuvent devenir quelque peu capricieux et ne toléreront pas que des chasseurs cruels menacent leur progéniture, devenant extrêmement agressifs et utilisant même leurs bois frappants pour ce pour quoi ils ont été faits, percuter leurs ravisseurs potentiels. En général, après une charge d'avertissement, les moutons ont largement le temps de s'enfuir, laissant le prédateur, qu'il s'agisse d'un cougar ou peut-être d'un coyote, l'estomac vide. Bien que leur habitat isolé, perché sur les affleurements rocheux, offre un avantage insurmontable dans la lutte contre les prédateurs, lorsqu'il s'agit de trouver de la nourriture, cela peut être un véritable défi. Heureusement, leurs excellentes capacités d'escalade s'avèrent également utiles lorsqu'ils parcourent de longues distances à la recherche d'herbes, d'arbustes ou même de mousses et de lichens. Au cours de ces marches marathons sur des terrains accidentés, la patience est essentielle, car ces herbivores peuvent passer de longues journées à chercher de quoi satisfaire leur faim. Leur connaissance approfondie du terrain leur permet de repérer les herbes les plus nutritives, évitant ainsi les mauvaises herbes toxiques. De plus, en creusant le sol avec leurs pattes avant, ils peuvent dénicher de succulentes racines tendres. En tant que bon exemple d'espèces ruminantes, après avoir mangé, ils ont tendance à s'allonger pendant de longues périodes pour digérer leur nourriture, tirant ainsi le meilleur parti de leurs repas plutôt pauvres en nutriments.
Comme le temps peut être complètement imprévisible à de telles altitudes, la thermorégulation est l'une des tâches qui occupent une grande partie de leur journée, recherchant de l'ombre pendant les journées chaudes et un abri lorsque les températures descendent en dessous de zéro. La vie sociale des mouflons d'Amérique est vraiment impressionnante. Dans les troupeaux matriarcaux, une femelle plus âgée se tient comme chef du troupeau, prenant des décisions dans un groupe cohérent où la priorité est la protection des agneaux, de sorte qu'ils restent toujours attentifs à leur environnement, attentifs à l'apparition de toute menace possible. Les gangs de moutons, en revanche, sont des groupes beaucoup plus instables, où la domination s'établit par la force brute et la férocité. Dans une hiérarchie qui influencera la saison des amours, les mâles s'affrontent dans des duels de domination avec des combats de coups de tête au point culminant du combat. Lors de ces affrontements, les deux ongulés se heurtent frontalement, puis reculent d'une vingtaine de mètres à travers le terrain escarpé. D'un moment à l'autre, les moutons chargent les uns sur les autres à grande vitesse, utilisant leurs cornes robustes comme armes. Après l'accident, le rugissement peut être entendu jusqu'à plusieurs kilomètres à la ronde. Ces duels peuvent comprendre jusqu'à une douzaine de ces énormes charges, après quoi l'un des béliers commence à céder. Bien que ces collisions puissent être extrêmement violentes, la vérité est que, plutôt que de tuer leur adversaire, les ongulés cherchent simplement à s'établir comme dominants, une position dont ils profiteront lorsque de nombreuses femelles en chaleur se trouveront à proximité. Loin de l'habitat isolé en haute altitude du mouflon d'Amérique, à la lisière des vastes zones humides de l'Utah, d'autres mâles capricieux sont sur le point d'entrer en conflit pour la propriété d'une femelle fertile. Peu de temps après avoir atterri dans ces tranquilles affluents d'eau douce, les martins pêcheurs, comme s'ils colonisaient, commencent à occuper les meilleurs endroits sur les rives de l'étang. L'arrivée tardive des pattes donne un sens à l'établissement urgent du territoire effectué par les mâles. Alors que la saison des amours approche à grands pas, les canards désireux de s'accoupler font tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer les meilleurs territoires et ainsi attirer l'attention des femelles. Chez cette espèce, l'un des dimorphismes sexuels les plus marqués est présent. Les canards arborent un plumage vert irisé saisissant sur la tête, avec un collier blanc autour du cou et une poitrine brun-violet captivante. En revanche, son corps est généralement principalement gris, avec des pattes orange vif et un bec jaune verdâtre. Alors que les mâles ont une apparence extraordinairement frappante, leurs pattes sont, en comparaison, expertes en camouflage, avec un plumage dans des tons de brun et de crème, leur permettant de passer complètement inaperçus dans la nature dense. Pendant la haute saison de reproduction, les couples déjà établis s'installent dans des territoires proches de l'eau, idéaux pour la nidification. De leur côté, des mâles célibataires rôdent dans les environs, espérant voler les jambes pendant que leur partenaire ne regarde pas. Bien sûr, les mâles ne réagissent pas de manière très amicale lorsqu'ils voient un étranger essayer de voler leur femelle, donc lorsqu'ils voient un étranger essayer de gagner leur femelle, ils réagissent avec une agressivité extrême. Ici, de forts battements d'ailes et des poursuites hostiles à travers l'eau suffisent généralement à forcer l'envahisseur à fuir. En effrayant tout prétendant potentiel qui oserait s'approcher de sa femelle, le mâle s'assure son droit à la copulation lorsque la femelle entre en chaleur. Avant de pouvoir consommer leur relation, le canard effectue des parades nuptiales élaborées,
agitant la tête, levant la queue et émettant même des vocalisations captivantes, le tout dans le but de renforcer le lien avec le canard. Après la parade nuptiale, arrive le moment tant attendu par le mâle, la copulation. Celle-ci est brève et se déroule entièrement dans l'eau. Étant donné sa courte durée, le couple peut répéter l'acte copulatoire plusieurs fois au cours de la période de reproduction de la femelle, afin d'assurer la fécondation de la patte. Après avoir effectué plusieurs copulations, le canard colvert mâle considère son travail terminé et abandonne la femelle avec jusqu'à 16 œufs en route. La future mère porte l'entière responsabilité de l'éducation du bébé dans ce qui sera un processus d'incubation très exigeant. La première tâche du canard sera de préparer le territoire précédemment occupé pour la ponte de ses futurs poussins, pour lequel il utilise des morceaux de feuilles et même des plumes de sa poitrine. Ces oiseaux nichent souvent sur les rives des rivières, des lacs et des lagunes, où la couverture végétale est abondante, parfaite pour assurer la sécurité de leurs œufs. La mère altruiste doit accomplir la tâche épuisante d'incuber les œufs pendant 28 jours. Durant cette période, le plumage terne des femelles est une mesure de survie pour la protection de leurs petits. En restant immobile sur le nid, la patte parvient à cacher à la fois les œufs et elle-même des oiseaux de proie ou de tout autre carnivore qui les considère comme des proies. Après une incubation très exigeante, les minuscules œufs commencent enfin à éclore, et le vaste écosystème de l'Utah se prépare à accueillir une douzaine de tendres canetons qui naissent étonnamment précoces, couverts de duvet, les yeux ouverts, et même capables de marcher et de nager quelques heures seulement après l'éclosion. Presque immédiatement après avoir vu leur écosystème vivant pour la première fois, la cane guide ses petits vers l'eau, où ils se consacreront à la recherche de nourriture et à l'apprentissage des secrets de survie dès leur plus jeune âge. Alors que la cane est occupée à élever sa grande famille, le mâle, ignorant complètement ce qui était autrefois ses devoirs parentaux, a rejoint un groupe de célibataires à la recherche d'une nouvelle femelle avec qui s'accoupler, démontrant que, dans le monde des agrégats royaux, la monogamie n'est pas une option. En cas de succès, un seul mâle peut produire plusieurs pattes au cours d'une seule saison de reproduction. Cependant, lorsqu'il s'agit du désir insatiable des mâles pour la copulation, les femelles en font souvent les frais, car des groupes de célibataires peuvent souvent forcer les femelles à s'accoupler dans des actes extrêmement hostiles qui les blessent gravement. Cependant, la faune de l'Utah est dure mais juste, car les mêmes mâles qui tentent de forcer les femelles à s'accoupler pendant la saison de reproduction sont menacés par d'innombrables prédateurs, dans une sorte de vengeance pour leurs actions répréhensibles. Les renards, les coyotes, les ratons laveurs, les visons, les gros serpents et même les oiseaux de proie constituent une menace pour la survie de ces canards colorés. Pour se protéger d'une mort presque inévitable, leurs jambes sont cachées dans leur couleur pâle, alors que les mâles frappants n'ont pas ce luxe. Vivre en grands groupes aux abords des zones humides représente une mesure de survie importante, car cela leur permet de surveiller le périmètre de leur habitat. Lorsqu'ils détectent une menace imminente, les canards n'hésiteront pas et s'enfuiront rapidement. En cela, leur prodigieuse capacité de vol constitue un avantage indéniable, leur permettant de s'échapper vers la sécurité des cieux en quelques secondes seulement. Vivre sur les rives d'affluents calmes leur offre également une voie de fuite rapide, en plongeant dans les eaux voisines pour éviter d'être dévorés. Alors que les maquereaux royaux prospèrent dans les zones densément végétalisées entourant les berges des rivières, loin de ces biomes claustrophobes dans les prairies et les pâturages de l'Utah, des troupeaux d'antilopes d'Amérique parcourent l'horizon des plaines. Pesant jusqu'à 70 kg et mesurant environ 1,5 m de long,
Ce grand ongulé est l'une de ces espèces qu'il est impossible d'ignorer lorsqu'il apparaît dans ce monde naturel vibrant. Son pelage distinctif, dans des tons de brun et de feu sur le dos, contraste avec le blanc pur sur la poitrine, le ventre et la gorge, ainsi qu'une tache caractéristique sur la croupe. Alors que les mouflons d'Amérique sont remarquables pour leur bois robuste et en spirale, ceux également connus sous le nom d'antilopes d'Amérique ont des cornes fourchues, noires et caduques, particulièrement proéminentes chez les mâles. Se différenciant une fois de plus des moutons, ces ongulés passent d'une vie en terrain accidenté à haute altitude à une vie en espaces ouverts, où la plaine s'étend à perte de vue. Bien que ces habitats offrent peu de protection contre les prédateurs, en réalité, les antilopes d'Amérique n'en ont pas besoin. Deuxièmes animaux les plus rapides au monde, derrière les guépards, ces ongulés agiles comptent sur leur vitesse étonnante pour éviter de devenir la proie des maîtres de la chaîne alimentaire. Courant jusqu'à 98 km/h par courte rafale, aucune espèce dans tout le vaste écosystème de l'Utah ne peut les égaler en course libre. Mais, en plus d'être étonnamment rapides, ils démontrent également des performances enviables dans les courses de longue distance, étant capables de courir à des vitesses de plus de 60 km/h lors des marathons. Bien sûr, pour entreprendre leurs courses rapides à travers la plaine, ils doivent d'abord repérer les menaces potentielles, ce dans quoi leur vision très perçante joue un rôle décisif. Pouvant voir à des distances incroyables allant jusqu'à 5 km et avec un champ de vision presque panoramique d'environ 320 degrés, il est presque impossible pour des prédateurs tels que les pumas ou les coyotes de prendre ces bêtes à cornes par surprise. Comme chez les aras majestueux, la vie en groupe constitue une mesure défensive contre les attaques des carnivores. Avec des dizaines d'yeux braqués sur l'horizon, les risques d'être surpris par des félins ou des canidés sont très limités. Lorsqu'ils détectent un danger imminent, sa grande tache blanche sur sa croupe sert à alerter tout le troupeau en dressant les poils de cette zone. Dès qu'une des antilopes donne l'alerte, le troupeau entier, sans hésiter, entame une fuite fugace vers l'horizon, s'éloignant en quelques secondes de plusieurs centaines de mètres de ce qui aurait pu être une menace potentielle. Ayant survécu aux intentions cruelles des prédateurs, les ongulés se mettent en quête de reconstituer leur énergie en satisfaisant leur appétit. Ici, l'armoise, les plantes herbacées, les graminées, les fleurs sauvages et même les cactus risquent d'être dévorés par ces herbivores robustes. En plus d'utiliser leur vue perçante pour éviter ce qui serait autrement une mort douloureuse, cela est d'une grande aide pour localiser ces herbes fraîches et ces arbustes à feuilles larges. Un odorat sensible sert également de boussole lorsqu'il s'agit de trouver les meilleures zones de pâturage dans ce qui serait autrement comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Leur admirable habitude de passer toute la journée à se déplacer sur de vastes distances leur assure également que, tôt ou tard, ils trouveront une source de nourriture, une récompense évidente de la part du Créateur pour leur persévérance. Se distanciant des autres herbivores qui se contentent de dévorer toute herbe ou plante qui croise leur chemin, les antilopes d'Amérique sont quelque peu exigeantes avec leur régime alimentaire, préférant toujours les parties les plus fraîches et les plus précieuses du fourrage, d'où elles peuvent obtenir le plus de nutriments. Bien qu'ils apprécient les pousses tendres, les feuilles fraîches et les fleurs sauvages à la valeur nutritionnelle appétissante, lorsque leur environnement devient hostile, avec de graves pénuries alimentaires, ces ongulés n'hésitent pas à ingérer des aliments à la valeur nutritionnelle un peu plus discutable, faisant tout leur possible pour éviter de devenir la proie de la famine. Comme les mouflons d'Amérique, les antilopes sont des ruminants qui passent une grande partie de leur journée à mâcher leur nourriture pour tirer le meilleur parti de chaque feuille ou pousse. Les relations sociales constituent une part importante de la vie quotidienne de ces ongulés grégaires. Bien que pendant l'hiver et la saison de reproduction, ils puissent se rassembler en grands troupeaux, pouvant compter jusqu'à des centaines d'individus de tous les sexes, en dehors de cette saison exigeante et de la saison du rut, les antilopes d'Amérique ont tendance à se séparer par sexe, dans un comportement légèrement similaire à celui du mouflon d'Amérique.
Alors que les femelles se rassemblent en troupeau avec leurs jeunes faons et leurs petits de la saison de reproduction précédente, les mâles forment leur propre groupe dans lesquels des postures intimidantes et des actes de violence brutale sont leur façon de s'établir comme les membres dominants du troupeau. La communication dans ces groupes est vraiment unique, incluant d'innombrables signaux visuels tels que les postures de la tête et des oreilles, ainsi que les mouvements de la queue. Bien qu'ils ne soient pas très vocaux, les grognements d'alarme et les bêlements doux font également partie de leur vaste répertoire social, en particulier dans le cas des femelles avec leurs petits. De même, les signaux olfactifs jouent un rôle central dans l'établissement des territoires et l'expression de la réceptivité lorsque la saison de reproduction tant attendue arrive pour les mâles, au cours de laquelle ils doivent prouver leur valeur en formant leurs harèmes et en les défendant des autres prétendants. Loin des plaines dominées par l'antilope d'Amérique et de retour dans les forêts denses d'Armoise où la visibilité est un luxe, le lynx roux émerge de l'épaisse végétation se déplaçant comme une ombre et s'élevant comme un prédateur mortel au milieu de ce biome hostile. Bien qu'avec un poids ne dépassant pas 18 kg et une longueur d'environ 1 mètre, il soit loin derrière le puma en termes de volume, ce qui manque à ce félin en taille, il le compense par une férocité extrême. Sa fourrure beige à brun rougeâtre, avec des taches sombres sur le corps et les pattes, lui confère un camouflage exceptionnel, lui permettant de presque disparaître parmi la végétation. Une sorte de collier de fourrure autour du visage, ainsi que des oreilles pointues avec des touffes de fourrure aux extrémités, lui donnent une apparence plutôt frappante, impossible à ignorer, même dans un écosystème comme celui de l'Utah, où la vie prospère même dans le plus petit coin. En plus de fournir une épaisse couverture végétale, les buissons offrent un habitat idéal pour leur mode de vie solitaire et territorial. Bien qu'il puisse parfois être aperçu pendant la journée, le lynx roux préfère toujours se cacher dans le crépuscule et l'obscurité apportée par l'arrivée de la nuit. Grâce à sa vue prodigieuse, le félin peut se déplacer avec une aisance totale, même au milieu de la nuit la plus noire. Cette vision nocturne avancée est l'une de leurs principales armes pour capturer de grosses proies. Doté de griffes acérées et rétractables pouvant atteindre 4 cm de long et d'une mâchoire puissante couronnée de crocs acérés, le lynx se positionne comme un prédateur mortel, prêt à remplir son habitat de mort. Son corps musclé lui confère également une agilité enviable, lui permettant de sauter près de 4 mètres, de quoi attraper ses malheureuses proies. Cependant, ce félin va complètement au-delà du débordement de sa férocité sans limite, et limite ses actes de sauvagerie à des embuscades planifiées dans lesquelles même le plus petit mouvement est froidement calculé. Se déplaçant à travers les buissons avec une furtivité sans précédent, le lynx ne révèle aucun signe de sa présence à ses victimes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En plus de sa vue, son ouïe très fine lui permet de détecter même le rongeur le plus silencieux à plusieurs centaines de mètres de distance. Une fois sa proie localisée, le chasseur ne désespère pas, se montrant toujours patient et, tel un stratège habile, planifie soigneusement son attaque. Capable de traquer sa proie pendant des heures, le lynx attend le bon moment pour attaquer. Conscient qu'une chasse ratée pourrait le plonger dans une famine désespérée, le félin ne laisse rien au hasard et, voyant enfin son opportunité, surgit de la végétation et saute directement sur sa victime. Dans ses attaques éclairs, les souris, les écureuils, les lapins, les lièvres, les oiseaux terrestres, les reptiles et même les insectes sont ciblés. Parfois, des proies de grande taille, comme de jeunes cerfs ou des mouflons blessés, peuvent également faire partie du régime alimentaire de ce chasseur expérimenté. Après être tombé sur sa proie, le lynx roux ne laisse pas le combat s'éterniser plus longtemps que nécessaire et, après une très brève altercation, le carnivore porte le coup final avec un coup dévastateur ou une morsure mortelle au cou,
selon la taille de la proie. Doté d'un métabolisme très accéléré, le félin doit consommer environ 10% de son poids corporel chaque jour, ce qui équivaut à environ 2 lapins, pour répondre à ses besoins nutritionnels. Après une longue journée de chasse, l'estomac plein, le prédateur concentre ses efforts sur d'autres tâches tout aussi importantes, visant à maintenir son mode de vie solitaire et insaisissable. En patrouillant et en gardant les limites de son territoire, le lynx s'assure qu'aucun intrus n'ose envahir son domaine. En laissant des traces olfactives d'urine et d'excréments, ainsi que des marques de griffes sur les arbres et les bûches tombées, le félin avertit les étrangers de la férocité qu'ils rencontreront s'ils continuent leur voyage à travers son territoire. Compte tenu du changement climatique de l'Utah, ce survivant ingénieux, tout comme il adapte son régime alimentaire à la disponibilité des proies, façonne son comportement en fonction des températures favorables dans l'écosystème. Même si les jours où la chaleur est accablante, vous pouvez chercher refuge dans des endroits ombragés. Lorsque les basses températures menacent votre survie, il n'y a rien qu'un long et chaud bain de soleil ne puisse résoudre. Le toilettage est également essentiel au maintien de la pleine capacité thermorégulatrice du chien. En nettoyant et en brossant son pelage avec sa longue langue, il le maintient en bon état, en éliminant les débris végétaux et les parasites potentiels. Après une longue journée de chasse, de surveillance de son territoire et de toilettage de sa belle fourrure, le lynx décide de prendre un repos bien mérité, dormant jusqu'à 14 heures par jour. Lors de ces siestes nécessaires tout au long de la journée, ce chat sauvage se réfugie dans des endroits reculés tels que des grottes, des crevasses entre les rochers, des terriers abandonnés et des coins à la végétation dense. Son habitude de se cacher pendant de longues périodes dans ces endroits lui permet également de rester hors de la vue des prédateurs sanguinaires. Car oui, malgré ses prouesses physiques terrifiantes, le lynx peut, par moments, voir comment la chaîne alimentaire se retourne contre lui, avec des carnivores sanguinaires sur sa piste. En plus d'être son principal concurrent pour les proies, le puma, un prédateur beaucoup plus robuste, peut considérer le lynx sauvage comme une simple proie parmi d'autres au sein de cet écosystème qu'il gouverne d'une main de fer. De même, le coyote, chien féroce, n'hésitera pas à attaquer le félin s'il le rencontre sur son chemin, instillant la peur chez le lynx par sa morsure écrasante. Ces mêmes compétences furtives qui l'aident à capturer d'innombrables proies sont ce qui peut permettre au félin d'échapper à ce qui serait autrement une mort certaine. Sa capacité d'escalade enviable est un autre outil que le lynx roux utilise pour échapper aux griffes et aux mâchoires d'autres prédateurs, fuyant vers ce qui pourrait être la sécurité des arbres. Bien sûr, si toutes ces stratégies d'évasion échouent, étant un prédateur aussi redoutable que le lynx, il ne se rendra pas à une mort douloureuse sans se battre. Donc, une fois acculé, il déchaînera toute son agressivité contre les adversaires qui menacent sa vie. Grâce à ses griffes acérées et à sa morsure mortelle, le félin ne sera pas une proie facile, résistant même aux chasseurs les plus sanguinaires dans la vaste nature sauvage de l'Utah. Mais les biomes qui composent la nature sauvage et diversifiée de l'Utah n'abritent pas seulement de féroces prédateurs terrestres. Lorsque la lune domine le ciel et que l'obscurité obscurcit les carnages les plus atroces, le rusé grand-duc d'Amérique émerge comme le maître des hauteurs, devenant un tueur furtif. S'élevant dans le ciel des denses forêts de montagne, ce robuste oiseau de proie pesant jusqu'à 2,5 kg et doté d'une envergure d'environ 1,5 m, personnifie la mort elle-même aux yeux de nombreuses espèces sauvages. Son plumage cryptique, à dominante brun grisâtre, avec des barres sombres sur le ventre, lui permet de se cacher parmi l'écorce des arbres avec une facilité étonnante, disparaissant presque des yeux de ses victimes.
Son disque facial proéminent, ainsi que ses grands yeux jaunes et les touffes de plumes caractéristiques qui lui donnent son nom distinctif, lui confèrent une apparence captivante mais intimidante. Bien qu'il soit capable de prospérer dans pratiquement n'importe quel biome de cet habitat hostile, le grand-duc d'Amérique, comme on l'appelle aussi, préfère s'installer au milieu de forêts denses de conifères où elles servent de rideau pour cacher ses actes brutaux de sauvagerie lors de ses chasses. Dès que le soleil commence à se coucher à l'horizon, cet oiseau de proie voit le moment idéal pour commencer sa traque. Lorsque le grand-duc d'Amérique plane haut au-dessus du sol, les proies telles que les rats, les taupes, les écureuils, les lapins, les lièvres, les amphibiens, les oiseaux et même les poissons doivent être prudents, car ce chasseur habile n'hésitera pas à leur ôter la vie. Traversant les cieux d'un vol silencieux, cet as des airs ne laisse transparaître aucun signe de sa présence redoutée. Grâce à des plumes spéciales sur les bords de son corps qui atténuent les sons, il est capable de s'envoler sans le moindre bruit, lui permettant de surprendre ses proies sans méfiance. Ses grands yeux lui permettent de scruter la forêt dense à la recherche d'un rongeur, ou peut-être d'un amphibien rôdant dans la végétation. De même, ses oreilles asymétriques fonctionnent comme une sorte de radar, détectant le moindre grincement jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de distance, lui envoyant les coordonnées précises de l'emplacement de sa proie. Ayant sa victime en vue, l'oiseau fond rapidement sur elle, dégainant immédiatement ses serres de 5 cm de long et atterrissant sur la proie, la tuant presque instantanément. La force impressionnante de ses pattes lui permet d'immobiliser des proies de taille considérable, et même de fracturer leurs os d'un seul coup. Avec des serres aussi redoutables, dès que le hibou a braqué son regard sur sa proie, ses chances de survie sont quasiment nulles. Le chasseur finit presque toujours par ôter la vie à sa victime d'un coup de patte, l'emmenant dans un endroit plus confortable, comme un perchoir élevé, où il peut déchiqueter la chair juteuse de son bec acéré. Comme leur appétit est relativement limité, ne consommant qu'environ 150 grammes de viande par jour, une grosse proie peut souvent durer assez longtemps. Avec une chasse substantielle dans ses griffes, le grand-duc d'Amérique offre aux habitants sauvages de son écosystème un répit momentané, épargnant leur vie, du moins pour l'instant. En général, tout comme l'oiseau apparaît de nulle part lors de sa chasse, après avoir dévoré sa proie, il disparaît dans la végétation dense. Sur ce même perchoir où il a englouti toute la viande, le hibou reste immobile, disparaissant presque grâce à son plumage camouflé. Entre deux chasses, ce prédateur impitoyable se repose généralement paisiblement dans les arbres, digérant sa nourriture et conservant son énergie. Outre les branches, les trous dans les bûches et les affleurements rocheux sont également des endroits douillets et assez confortables pour se recroqueviller et surtout pour rester inaperçus. Pour conserver toute la splendeur de leur plumage, ces oiseaux de proie passent un temps considérable à se lisser les plumes, à peigner leurs plumes avec leurs griffes et leurs becs pour les arranger et éliminer toute trace de saleté. Un bon entretien de leur plumage est non seulement vital pour traquer furtivement leur proie, mais il peut littéralement leur sauver la vie en les cachant des prédateurs. Bien que les démonstrations de férocité et de sauvagerie de ce chasseur le fassent passer pour un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, la vérité est que la chaîne alimentaire n'est pas si clémente envers lui, et de nombreux carnivores considèrent le redoutable grand-duc d'Amérique comme une proie succulente. Ce sont surtout les grands rapaces comme les aigles royaux qui constituent la plus grande menace pour la survie des grands-ducs d'Amérique, qui, vaincus par la peur, tentent toujours d'éviter ces rencontres malheureuses avec ces chasseurs beaucoup plus féroces. Bien sûr, il arrive parfois que le plus grand ennemi d'un grand-duc d'Amérique soit l'un de ses congénères. Affichant un comportement très territorial, ces as du ciel ne tolèrent pas que des intrus pénètrent dans leur domaine, donc dès qu'ils détectent un étranger, ils sortent pour défendre ce qu'ils considèrent comme le leur, dans une bataille dans les hauteurs qui peut devenir extrêmement hostile, et où l'un des hiboux doit céder s'il ne veut pas périr. Alors que les grands-ducs d'Amérique se livrent une bataille acharnée pour les droits de propriété sur leur territoire, à quelques kilomètres de la forêt, où les arbres feuillus commencent à disparaître et où la brousse envahit l'écosystème, un mustélidé redouté apparaît.
Avec un corps robuste et aplati, pesant jusqu'à 12 kg, le blaireau américain est l'une des espèces qui reflète toute la sauvagerie et la beauté cachée dans les habitants sauvages de l'Utah. Sa fourrure épaisse et grossière, grisâtre à brun rougeâtre sur le dos, avec un motif facial distinctif et une bande blanche allant du nez jusqu'au sommet de la tête, lui confère une apparence discrète mais captivante. Ses pattes avant musclées sont couronnées de très longues griffes, pouvant atteindre 5 cm de long, ce qui en fait un fouisseur professionnel. Vivant dans des biomes ouverts, où le sol devient particulièrement sec, ce maître des profondeurs peut construire ses terriers très élaborés. Alors que d'autres espèces sauvages se contentent de se réfugier dans un simple trou ou une petite dépression du sol, le blaireau construit de véritables complexes souterrains. La tanière comprend généralement une ou plusieurs entrées, marquées par un petit monticule de terre créé par le mammifère. Celles-ci sont suffisamment spacieuses pour que le blaireau puisse entrer et sortir confortablement. L'entrée est suivie d'un tunnel principal qui mène à la chambre où le mustélidé se repose, dort et élève même ses petits. Cette chambre centrale est souvent recouverte de débris végétaux pour la rendre plus confortable, et est généralement située jusqu'à 3 mètres de profondeur, de quoi l'isoler complètement des éléments. La plupart des terriers disposent de tunnels supplémentaires qui servent à la fois de sortie de secours et de chambre de stockage de nourriture. Ces tanières, loin d'être rudimentaires, peuvent s'étendre jusqu'à plusieurs mètres sous terre, démontrant les surprenantes capacités de construction souterraine de ces mammifères. Aussi confortable que soit son terrier, lorsque la faim frappe, le blaireau américain n'hésite pas à abandonner son abri et à partir à la recherche de nourriture. Avec de telles capacités de fouissage prodigieuses, le blaireau ne pouvait pas chercher de nourriture ailleurs que sous terre. Étant un carnivore opportuniste, ce mustélidé parcourt de grandes distances autour de son territoire, scrutant soigneusement le sol à la recherche du moindre signe de rat, de campagnol, d'écureuil terrestre ou de chien de prairie. Grâce à leur sens de l'ouïe et de l'odorat très sensible, un simple murmure de gazouillis ou l'odeur d'excréments suffit à inciter un prédateur à commencer l'une de ces étonnantes fouilles. Avec ses griffes acérées en mouvement, ce n'est qu'une question de temps avant que le blaireau ne trouve le refuge des rongeurs. Dès qu'il a localisé sa proie, il peut se lancer dans de rapides poursuites souterraines, qui se terminent presque toujours par une souris ou un campagnol impuissant pris entre les griffes de ce chasseur audacieux. Bien que les blaireaux puissent satisfaire leur appétit en mangeant jusqu'à 1 kilo de viande par jour lorsqu'ils rencontrent une colonie entière de rongeurs, ils complètent généralement leur alimentation avec d'autres proies telles que des oiseaux terrestres et leurs œufs, des lézards, de gros insectes et même des serpents dangereux. Dans le cas des reptiles, le blaireau compte sur la résistance qu'il a développée au venin de plusieurs de ses prédateurs, donc peu importe le nombre de morsures qu'ils parviennent à infliger à son corps robuste, d'un seul coup, le mustélidé finit presque toujours par acquérir une proie quelque peu dangereuse, mais qui peut le sauver d'une famine suffocante. Un autre aliment qui peut fournir une bonne quantité de nutriments est constitué par les carcasses d'animaux qui ont péri à cause de la faune trépidante de l'Utah. Lorsque la pénurie de proies frappe la zone autour de son habitat, le blaireau américain n'hésite pas une seconde à faire ce qu'il doit pour survivre, il devient charognard. Son odorat très développé lui permet de localiser ces carcasses fraîches jusqu'à plusieurs kilomètres de distance, lui permettant ainsi de se constituer un repas substantiel avec un minimum d'effort. Bien sûr, une proie abondante en plein air attirera non seulement l'attention du blaireau rusé, mais il existe un nombre presque infini de carnivores qui, comme le mustélidé, seront intéressés à dévorer la charogne juteuse. C'est à ce moment-là que l'approche de ces carcasses convoitées peut devenir une pratique à haut risque, car les pumas et les coyotes sont prompts à apparaître, désireux d'obtenir leur part du butin. Et lorsque le partage n'est pas une option,
la violence est le seul moyen de résoudre ces conflits autour de la charogne. Contre les coyotes, le blaireau peut être extrêmement agressif, attaquant avec ses griffes acérées pour gagner le respect, provoquant souvent de graves blessures qui poussent le chien à fuir les lieux, laissant le mustélidé profiter de la charogne en question. De son côté, lorsque l'adversaire est un puissant puma, se voyant largement dépassé, le blaireau américain n'envisage généralement pas l'idée d'engager un combat au corps à corps, préférant toujours une retraite honorable qui lui permet de sauver sa vie. Avec un félin aussi redouté à ses côtés, le blaireau sort à nouveau ses griffes, mais cette fois pour creuser rapidement un abri de fortune afin de se protéger des attaques du puma. Grâce à ses compétences bien connues en matière de creusement, il ne faut pas plus de quelques secondes au blaireau pour creuser un trou suffisamment profond pour se protéger des attaques vicieuses du félin. Mais l'Utah n'abrite pas seulement d'impressionnants bâtisseurs souterrains comme les blaireaux américains. Près des berges des rivières, où les affluents créent les conditions parfaites pour leur vie semi-aquatique, les doux castors américains se positionnent comme de véritables ingénieurs de l'écosystème, façonnant leurs impressionnants barrages. Pesant une trentaine de kilos, atteignant rarement les 45 kilos, le castor détient le titre de deuxième plus grand rongeur du monde, derrière les énormes capybaras. Un pelage dense et brillant dont les nuances vont du brun rouge foncé au presque noir, leur confère une apparence élégante, parfaitement adaptée à leur environnement aquatique. Recouverte d'une sécrétion huileuse, leur fourrure est également imperméable, ce qui leur permet de sortir de l'eau presque complètement sec. Sa queue large, plate et écailleuse, mesurant jusqu'à 45 cm de long, agit comme un gouvernail très polyvalent lors de la nage. Ceci est complété par ses pattes arrière palmées et ses pattes avant non palmées, lui conférant d'étonnantes capacités de nage, atteignant des vitesses allant jusqu'à 8 km/h. En plus de s'installer dans des plans d'eau tels que des rivières, des ruisseaux, des lacs, des étangs et des zones humides, les castors préfèrent toujours les environnements entourés d'arbres à feuilles caduques, comme les peupliers, les saules ou les bouleaux, qui servent de matière première à la fois pour construire leurs impressionnants barrages et pour satisfaire leurs appétits moins exigeants. Pour abattre ces arbres robustes, les rongeurs utilisent leurs incisives puissantes et acérées, longues de près de 3 cm. En les utilisant comme une sorte de scie naturelle, les arbres commencent à céder un à un, et immédiatement le mammifère les traîne jusqu'à son chantier, les faisant flotter sur l'eau. Bien sûr, pour construire des structures aussi impressionnantes que ces réservoirs élaborés, le castor ne travaille pas seul. Vivant en groupes familiaux appelés colonies, chaque membre apporte sa part de travail pour façonner le barrage. Ces familles sont souvent constituées d'un couple reproducteur et de la progéniture des 2 dernières portées, ce qui représente environ 12 rongeurs. L'unité familiale est l'une des clés de la survie du castor dans un écosystème aussi hostile que celui de l'Utah. Dans ces groupes, les liens sociaux sont vraiment étroits et la communication est un pilier crucial de leur vie quotidienne. Le signal de communication le plus emblématique de cette espèce est son célèbre claquement de queue qui produit un claquement fort lorsqu'il touche l'eau et avertit tous les membres du groupe de la présence d'une menace potentielle. Bien qu'ils ne soient généralement pas très bavards, ils émettent quotidiennement des grognements, des sifflements et des babillages destinés à maintenir une communication étroite entre les membres de la famille. Les jeunes animaux, en particulier, peuvent utiliser ces cris pour réclamer de la nourriture ou de l'attention. Le contact physique représente un élément crucial de leur comportement social, où le toucher et le toilettage font partie de leurs relations quotidiennes.
Bien que ces rongeurs soient amicaux envers les membres de leur propre famille, lorsqu'un membre d'un autre groupe s'approche de leur territoire, ils ne se montrent pas particulièrement hospitaliers. En fait, l'une des tâches les plus épuisantes du groupe est précisément de surveiller les limites de leur territoire en laissant des signaux chimiques à travers une substance huileuse et musquée produite dans leurs glandes anales, appelée castoreum. En répandant ce fluide sur les bords des zones humides et sur les monticules de terre, le groupe prévient les intrus de la présence de la famille, évitant ainsi ce qui pourrait être des confrontations violentes. Ce comportement quelque peu méfiant envers leur territoire correspond à une astucieuse mesure de survie, cherchant à garantir l'accès aux ressources pour la famille. Avec jusqu'à une douzaine de bouches à nourrir, les castors doivent être efficaces pour rassembler de la nourriture, surtout à l'approche de la rigueur de l'hiver. Leur régime alimentaire 100% végétal exige que le groupe utilise ses dents à plusieurs reprises pour couper de petites branches de peuplier, d'érable et de bouleau. De même, certaines feuilles, racines, herbes aquatiques et roseaux constituent des encas appréciables. Alors que les feuilles et le fourrage frais sont souvent consommés comme nourriture quotidienne, les branches et les troncs sont stockés sous l'eau, près de leur tanière, où ils seront disponibles lorsqu'une fine couche de glace recouvrira les affluents. Petit à petit, les réserves alimentaires se constituent et la famille voit son garde-manger s'agrandir. Bien que tous les membres du groupe participent activement à la collecte de nourriture, certains ne pourront pas profiter de ce travail ardu. Et lorsque les jeunes atteignent l'âge de 2 ans, moment qui coïncide avec leur maturité sexuelle, vient le moment de quitter le groupe familial et de se disperser. Il s'agit d'une étape cruciale dans leur vie, car ils quittent la sécurité de leur famille et doivent chercher leur propre territoire, trouver un partenaire et les ressources nécessaires pour former un groupe. Alors que pour les castors nouvellement bannis, il est presque impossible d'échapper à la mort aux mains de prédateurs tels que les pumas, les coyotes et les lynx, pour les groupes familiaux, ce n'est pas un grand exploit. Surveillant attentivement leur environnement, les rongeurs restent attentifs à l'approche de toute menace potentielle. À la vue d'un carnivore, au bruit d'un battement de queue, tous les castors, sans se retourner, plongent dans l'eau, direction leur terrier, un refuge quasi imprenable pour tout prédateur. Pour les castors exilés, outre la rencontre avec des félins et des canidés féroces, l'un des plus grands dangers pour leur survie pourrait être de se retrouver sur le chemin d'un énorme ours noir américain. Pesant près de 300 kilos et mesurant jusqu'à 2 mètres du nez à la queue, ce mammifère géant est l'un de ces colosses que recèle l'Utah sauvage. Malgré son nom, la fourrure de ce prédateur robuste se décline en réalité dans des nuances de noir, de brun foncé, de rougeâtre et même de blond. Un museau généralement plus clair et des oreilles relativement petites et arrondies complètent son apparence effrayante. Comme le blaireau américain, le créateur a doté l'ours noir de griffes très acérées et recourbées, idéales pour creuser comme pour grimper aux arbres. Bien que sa morsure puissante et ses griffes menaçantes suggère que cette bête noire est un carnivore vorace désireux d'imposer sa volonté à d'innombrables proies, la vérité est que ce mammifère est en fait omnivore, bénéficiant d'un régime alimentaire étonnamment varié. Environ 90% du régime alimentaire de ce glouton est basé sur des baies, des noix, des racines, des jeunes pousses, des herbes, des champignons et même de l'écorce. Certains insectes comme les fourmis, les larves d'abeilles et les guêpes représentent une source importante de protéines qui complètent leur régime alimentaire principalement herbivore. Étant donné qu'ils doivent atteindre un quota quotidien énorme pouvant atteindre 20 000 calories en été et en automne, la viande peut également devenir une source importante de subsistance. C'est à ce moment que charognes, poissons, rongeurs, faons, oiseaux et bien sûr leurs œufs rejoignent le vaste régime alimentaire de ce dévoreur d'écosystèmes. Malgré ces sources de nourriture infinies, la nourriture ne sera pas servie aux mammifères sur un plateau d'argent, il doit donc travailler dur pour la trouver. Au cours de ses longues marches à la recherche de nourriture, tel un chien de chasse, l'ours noir utilise son odorat sensible pour localiser tout ce qui est même vaguement comestible. En grimpant aux arbres, en déterrant les racines et les insectes, en retournant les bûches et les rochers, le mammifère bouleverse son habitat en essayant de trouver quelque chose pour calmer les gargouillements dans son estomac. Bien qu'il ne soit pas un prédateur actif, lorsqu'il rencontre une proie, il n'hésitera pas à montrer toute sa férocité. Utilisant leurs griffes acérées comme armes, un coup puissant est plus que suffisant pour mettre fin à la vie des rongeurs, des petits mammifères et même des ongulés de taille moyenne. Toute proie qu'il rencontre est
immédiatement incorporé à son régime. Doté d'un appétit vorace, ce mammifère abandonne toute prétention lorsqu'il s'agit de se nourrir. Pour récupérer toute l'énergie investie lors d'une journée intense de recherche de nourriture, l'ours noir fait généralement de courtes siestes tout au long de la journée. Leurs endroits préférés pour prendre ces pauses réconfortantes sont les zones de végétation dense, sur les arbres ou même dans des trous qu'ils ont creusés eux-mêmes. Bien qu'en été leur habitude de s'enfouir dans des terriers confortables représente également un moyen d'échapper à la chaleur intense, lorsque l'hiver arrive, le mammifère entre dans un long sommeil qui dure plusieurs mois pendant sa période d'hibernation. Mais il reste encore un long chemin à parcourir, alors l'ours continue sa recherche insatiable de sources de nourriture qui lui permettront de gagner le poids dont il a besoin pour résister aux rigueurs de l'hiver. Alors que les mâles se consacrent presque exclusivement à dévorer tout sur leur passage, la vie n'est pas aussi simple pour les ours. En raison de la saison de reproduction passée, les femelles doivent s'occuper seules des jeunes oursons. Bien qu'ils ne pesaient qu'environ 400 grammes à la naissance, après plusieurs semaines de soins attentifs de la part de leur mère, les bébés ont considérablement grandi. Après avoir passé presque tout l'hiver dernier enfermés dans leur tanière avec leur mère, les tendres oursons sont impatients de découvrir le monde qui s'offre à eux. Chaque odeur, chaque texture et chaque couleur représente quelque chose de nouveau et suscite une curiosité extrême chez les chiots. Bien sûr, étant des créatures complètement innocentes, la mère doit toujours rester en charge de ses petits, car on ne sait jamais quand un prédateur rusé se cache dans la végétation, désespéré de faim, voulant dévorer les tendres petits. Bien que les espèces prêtes à interférer avec un ours noir adulte soient pratiquement inexistantes, il s'agit d'un changement radical pour des oursons sans défense. Les prédateurs comme les pumas, les lynx et les coyotes seront plus qu'heureux d'enfoncer leurs griffes acérées et leurs crocs dans la chair tendre de ces petits mammifères. Outre le danger de rencontrer ces carnivores vicieux, la plus grande menace pour la survie des oursons peut parfois être un mâle adulte désireux de s'accoupler. Étant donné que les ours allaitantes n'entrent pas en chaleur, dès qu'ils voient une femelle avec ses petits, les mâles savent exactement quoi faire pour assurer sa réceptivité. Pour détruire des chiots sans défense, il suffit d'un simple coup et les bébés finissent par mourir. Bien sûr, tout cela sera possible tant que la femelle ne sera pas à proximité. L'ours noir ne sera pas du tout content qu'un mâle s'approche de ses petits et répondra avec toute sa férocité, consciente de ses intentions. Ici, l'une des batailles les plus sanglantes de tout l'écosystème de l'Utah est sur le point d'être menée. Le mâle, poussé par le désir insatiable de procréer et de propager sa lignée, est l'ours qui se bat pour la survie de ses petits, qu'elle a travaillé si dur à élever. Dans ce choc des titans, où chaque mammifère a quelque chose à perdre, chaque coup et chaque morsure sont lancés sans la moindre trace de pitié, essayant d'infliger un maximum de dégâts à l'adversaire. Malgré le courage dont fait preuve l'ours dans la plupart de ses rencontres, compte tenu de la nette supériorité physique des mâles, beaucoup plus forts et robustes, ils finissent par mettre à exécution leurs intentions impitoyables, soumettant la femelle et mettant fin à la vie des oursons, parvenant ainsi, après quelques jours, à la forcer à avoir ses chaleurs. Bien qu'il soit extrêmement brut, il s'agit de la faune de l'Utah à l'état pur.
Malgré ces actes d'infanticide commandités par des mâles désireux de se reproduire et les attaques incessantes sur les jeunes par des carnivores tels que les pumas et les coyotes, le plus grand prédateur de ce mammifère majestueux dans tout l'écosystème de l'Utah est, de loin, l'homme. Alors que la chasse légale de cette espèce est strictement réglementée et limitée à des cas précis, la pratique du braconnage est une réalité inquiétante qui menace les populations de ces mammifères majestueux. Persécutés pour le commerce illégal de leurs parties, comme leurs vésicules biliaires et leurs pattes, ainsi qu'à cause de conflits avec les éleveurs, les ours noirs finissent par être la proie de la cruauté humaine, plusieurs individus périssant chaque année. L'antilope fascinante est une autre espèce dont les populations et le mode de vie sauvage ont été décimés par diverses activités humaines dans cet écosystème. Leur besoin de vastes plaines sur lesquelles paître est compromis par la construction d'infrastructures telles que des routes et des clôtures, ainsi que par le développement agricole, une pratique qui limite leur vaste territoire à quelques kilomètres seulement et restreint leur accès aux sources d'eau. Le castor, espèce sauvage particulièrement dépendante des ressources d'eau douce dont il dispose, est un animal particulièrement vulnérable. La survie de ce grand rongeur est actuellement menacée par la modification du cours des rivières. La canalisation des rivières et la construction de barrages dans la région ont limité l'accès de ces mammifères semi-aquatiques à ce liquide vital, entraînant la disparition de populations entières. Même le tout-puissant prédateur au sommet de cet écosystème n'est pas à l'abri de la dangereuse menace de l'impact des activités humaines sur son vaste règne animal. Le cougar, exemple de la sauvagerie et de la férocité de la faune de l'Utah, est aujourd'hui confronté à d'innombrables défis. Tout comme le développement des populations humaines restreint leur vaste territoire de quelques centaines de kilomètres à quelques hectares, le braconnage de ce félin ronge leur population. De plus, la chasse à des espèces comme le cerf et le mouflon d'Amérique limite les proies disponibles pour ce carnivore vorace, ce qui a des répercussions importantes sur ses habitudes de chasse. Même si les défis auxquels sont confrontées les espèces sauvages de l'Utah sont nombreux, il y a encore de l'espoir. Nous avons encore le temps de préserver leur mode de vie sauvage, les sauvant ainsi de ce qui serait autrement une extinction inévitable. En gérant les ressources de la région de manière plus responsable et en favorisant la création de réserves naturelles, il est possible de préserver la faune captivante de cette région d'Amérique du Nord, lui permettant de continuer à nous surprendre avec ses histoires de faune. Vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Pour rester au courant de nos nouvelles sorties vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser vos espèces sauvages préférées dans la section commentaires et de partager la vidéo avec vos amis afin que davantage de personnes puissent en apprendre davantage sur les créatures fantastiques cachées dans les vastes écosystèmes de l'Utah. Sans plus tarder, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec d'autres histoires de prédateurs sanguinaires, d'ongulés robustes, d'oiseaux colorés et bien sûr, d'histoires de vie sauvage.